Marielle m'a proposé de présenter Frédéric, donc c'est un super plaisir parce que j'ai plein de choses à dire sur Frédéric en fait. Bon, Frédéric, c'est une virologiste moléculaire de formation et puis alors très rapidement, elle a quitté le cancer, tout ça pour partir sur coquillages et crustacés à l'Ifremer. Et de là a démarré toute une carrière assez tournée vers la microbiologie des vibrios et notamment tous ces vibrios qui infectaient les huîtres, les crevettes et autres animaux marins. Et puis, très rapidement, elle est partie de l'Ifremer, elle est toujours à l'Ifremer, mais elle est partie de l'Ifremer en site pour aller bourlinguer un petit peu dans le monde. Alors, elle a commencé à l'Institut Pasteur, puis après à Harvard, à Boston. Et puis, après quelques années à Boston, elle s'est dit, tiens, je vais poser mes valises en Bretagne, surprise. Et elle est venue à Roscoff, à peu près une dizaine d'années, ça. Et en fait, elle est venue ici pour élucider un petit peu la cause de la pathogénicité de ces vibrios. Donc, c'est un peu ce qu'elle va nous raconter aujourd'hui. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle l'a fait dans un contexte environnemental. Et ça, c'est une vraie spécialité de Frédéric. C'est ce qui fait sa spécialité. Et alors aujourd'hui, depuis quelques années, grâce à un programme européen prestigieux, elle a lancé toute une étude, non plus sur les vibrios, mais sur les parasites des vibrios, qui sont les phages. Donc, ce sont ces petits organismes qu'elle va vous expliquer juste après. Et en étudiant ces phages, en fait, il y a des potentialités pour éviter l'utilisation des antibiotiques qui sont, en fait, on le sait, un vrai problème, puisque les antibiotiques, dès qu'on en utilise, on arrive à avoir une résistance assez rapide, puisque ces bactéries sont très rapidement capables de muter. Voilà, donc je vais lui laisser la parole pour au moins 1 heure. Donc voilà, bravo à toi. Bonjour à tous, merci pour cette jolie présentation, introduction. Je suis très contente de faire cette présentation ce soir donc à Roscoff. Donc, comme Stéphane vous l'a dit, je suis microbiologiste moléculaire. Donc, ça veut dire, dans un premier temps, que je m'intéresse aux microbes. Les microbes, ce sont les petites vies, les unités les plus petites de vie. Alors, on les classe selon leur taille, dans un premier temps, de l'ordre de plusieurs micromètres pour les protistes ou organismes unicellulaires à noyau, au micromètre pour les bactéries, et puis encore plus petit, au niveau du nanomètre, 1/1000 du mètre, on a donc les virus. Alors, ces petites vies, on les observe avec des microscopes de pouvoir plus ou moins grand, un microscope ici optique, comme vous le voyez, ou un microscope électronique, comme la station d'ailleurs en dispose, pour étudier les virus donc de l'ordre du nanomètre. Mais ces petites vies ont quelque chose en commun, c'est un génome ou un ADN qui est l'information génétique de toute entité biologique. Je suis microbiologiste moléculaire, ça veut dire que j'étudie les microbes au niveau de leur génome ou au niveau de leur ADN. Alors, si je vous dis bactéries dans la salle, j'espère que la diapo ne va pas avancer toute seule. Qui peut me dire quelque chose par rapport aux bactéries? Les jeunes, au moins. Oui. Escherichia coli. Mais il allait trop vite, le truc. Escherichia coli, dysenterie, blénorragie, coqueluche, syphilis, gangrène. Si on dit bactéries, on dit maladie. D'accord? C'est ça que j'attendais un petit peu de votre part. Si ce diaporama ne va pas trop vite. Mais ce que je voulais vous dire, en fait, c'est que les bactéries, on pouvait avoir des gentilles bactéries, des bactéries utiles, comme on en trouve dans la bonne bouffe, comme on en trouve aussi dans notre corps, alors à différents endroits et en grosse quantité, comme vous pouvez le voir ici au niveau de la bouche, au niveau de l'estomac, au niveau du côlon, au niveau de l'intestin grêle. Donc, tout ça pour vous dire que les bactéries, il y en a partout dans les organismes, il y en a partout dans les environnements et qu'elles sont en général bien plus utiles que néfastes parce que, par exemple, elles participent à la digestion, parce qu'elles participent à la défense immunitaire contre d'autres agents pathogènes, contre d'autres microbes. Et donc, ces bactéries, elles sont essentielles à la vie de chaque individu, chaque plante, partout sur la Terre. Maintenant, nouvelle question. Si je vous dis antibiotiques,
Yes. Voilà, exactement. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas automatique? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, parce que c'est efficace, les antibiotiques contre les bactéries, en général inefficaces contre les virus. Parce qu'ils agissent aussi contre les bactéries utiles. Ça vous est certainement tous arrivé d'être soigné pour des dents, pour une infection dentaire, d'avoir de l'Augmentin, un super antibio pour les dents et de ramasser des champignons derrière. Et leur mauvaise utilisation favorise l'apparition de bactéries résistantes et donc menace l'efficacité des antibiotiques. Alors, on va faire un peu les intellos, là, on va parler d'évolution des bactéries parce qu'il faut que vous compreniez vraiment un tout petit peu l'évolution des bactéries pour comprendre la résistance aux antibiotiques. Une bactérie, c'est une cellule toute seule qui a son ADN à l'intérieur. Et elle fait comme tout le monde, elle se multiplie en deux, là, en l'occurrence, en deux cellules exactement identiques. Le matériel génétique est exactement identique. L'ADN se réplique ici au niveau de deux cellules filles. Et puis, au moment de cette multiplication, de cette division cellulaire, il peut se produire des erreurs dans la réplication de l'ADN. Cette erreur dans la réplication de l'ADN, ici, s'appelle donc une mutation. D'accord? Il peut y avoir deux mutations ici, une mutation. D'accord? Et eh bien, ces mutations, elles ont un effet soit ce qu'on appelle détrimentaire chez les bactéries, c'est-à-dire qu'elle ne va pas pouvoir survivre, elle va être éliminée dans l'environnement, soit finalement ça n'a pas d'effet, c'est ce qu'on appelle une mutation neutre, pas d'effet, et elle peut être avantageuse. Imaginez maintenant que cette mutation confère à la bactérie une résistance à un antibiotique et que vous placez cette bactérie dans un milieu où il y a de l'antibiotique. Eh bien, vous allez tuer toutes les autres bactéries, vous allez sélectionner cette bactérie résistante. D'accord? Alors maintenant, les bactéries, elles ont encore un autre pouvoir. Elles ont le pouvoir de se transférer des morceaux d'ADN entre elles, ce que j'appelle ici l'activité sexuelle des bactéries. Vous avez une bactérie donneuse ici qui va être capable de transférer un bout d'ADN à une autre bactérie qui est en étroit contact parce qu'elle va faire une espèce de tube comme ça, un petit tube dans lequel elle va injecter l'ADN pour transmettre ce bout d'ADN. Alors imaginez maintenant que vous avez à gauche une bactérie résistante au chloramphénicol, un antibiotique, et puis que ce gène de résistance au chloramphénicol soit transféré à une bactérie qui, elle, est résistante à un autre antibiotique, la tétracycline. Il s'ensuit une bactérie qui va être résistante au chloramphénicol et à la tétracycline. Maintenant, si vous imaginez, vous êtes en train de traiter un individu. Alors, vous allez traiter un individu qui est affecté par une bactérie ici, par un antibiotique, et puis pouf, par mutation ou par acquisition d'un morceau d'ADN, cette bactérie devient résistante. Toutes les autres bactéries vont mourir, elle va être résistante, elle va s'amplifier. Vous traitez avec un deuxième antibiotique, vous allez avoir cette bactérie qui va devenir résistante au deuxième antibiotique. Double résistance. Troisième antibiotique, troisième résistance. On arrive à ce qu'on appelle une impasse thérapeutique, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'antibiotiques. Alors là, c'est quelque chose quand même qui est actuel, puisqu'on considère qu'actuellement, au jour d'aujourd'hui, 700 000 personnes par an meurent de la résistance aux antibiotiques. C'est-à-dire qu'elles sont infectées par des bactéries, je dirais, qu'on pouvait soigner à l'époque et qu'on n'arrive plus à soigner. Et donc, ces personnes meurent ou sont amputées, etc. Et malheureusement, il y a un modèle qui prédit qu'en 2050, le nombre de morts liés à la résistance aux antibiotiques sera de 10 millions, soit donc plus que le cancer. Donc ça, c'est très inquiétant. Alors, d'où vient en fait cette résistance aux antibiotiques? Vous le supposez assez facilement, du fait qu'on traite les gens dans les hôpitaux, qu'on les traite aux antibiotiques, et puis ces gens, ils vont soit avoir des contacts entre eux, soit ils vont contaminer l'environnement, lequel environnement va recontaminer d'autres bestioles, mais en fait, l'origine de la résistance aux antibiotiques, elle n'est pas uniquement humaine, elle est aussi étroitement liée à l'agriculture, au traitement en fait des animaux par des antibiotiques en abondance, et aussi au niveau de l'aquaculture, où quand même jusqu'à certaines années, on traitait les poissons, en particulier en Europe du Nord, avec des farines alimentaires surchargées d'antibiotiques, même pas pour les soigner, c'était pour prévenir les maladies et parce qu'on avait des meilleurs taux de croissance.
Donc, par rapport à ça, les scientifiques sont quand même en train de se bouger sérieusement. On se bouge pour le réchauffement climatique, mais on se bouge aussi, et en particulier depuis l'histoire du corona, sur cette notion, en fait, qui associe les médecins, les vétérinaires, les écologistes, mais aussi les gens qui font de l'évolution, de l'écologie, des gens qui font plus de recherche fondamentale autour d'une question qu'on appelle une planète, une santé, où on considère qu'aujourd'hui, n'importe quelle maladie émergente provient, en fait, d'un dysfonctionnement de l'environnement. D'accord? Et maintenant, j'en arrive là. Si je vous montre ces photos, ça vous fait quand même penser à la notion d'émergence de maladies, de mondialisation, d'arriver dans des endroits où on mange des choses qu'on ne devrait pas manger. Et donc, ça me fait une belle introduction sur cette question. Je vous dis virus, vous me dites. Pardon? Maladie. Voilà. OK, alors corona, merci. Quelques autres exemples de virus. La grippe. Oh, oui. Et le VIH, voilà, le virus du sida. Super. Bon, on en a pas mal, là. Donc, effectivement, le virus, même plus que la bactérie, parce que je pense que maintenant, tout le monde sait que les bactéries, c'est quelque chose de plutôt sympa. Hein. Les virus, c'est pas sympa. C'est pas associé à une belle image. Et ça va être très important pour la suite de ma présentation. Les virus, ça fait peur. Hein. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous parler des virus utiles. Parce qu'il y en a. D'accord? Et je vais commencer mon histoire par cette image. Je ne sais pas combien de personnes sont allées en Inde ici. Levez le doigt. Est-ce que vous êtes allé à Varanasi? Vous avez donc vu cette image de ces personnes qui font des inhalations dans le Gange, ultra pourries, alors qu'il y a des cadavres à côté, et qui non seulement se baignent de cette eau, mais boivent cette eau, ce qui peut énormément choquer les Européens. Hein. Mais en fait, c'est pas. Donc, pourquoi est-ce qu'ils boivent l'eau du Gange? Parce que le Gange purifie des maladies en particulier. Et ça vient en fait outre de leur croyance, d'une première découverte qui a été faite en 1896, où en fait, ce chercheur a montré que l'eau du Gange pouvait protéger des infections à Vibrio cholerae ou le choléra. Et donc, ça a été montré à ce moment-là. Et puis, un peu plus tard, Monsieur Twort et quasi immédiatement en même temps Monsieur Derel ont en fait défini, alors pour Twort, un composé de nature enzymatique qui était capable de tuer les bactéries, donc de les lyser, de les tuer, d'accord? Alors que Félix Derel, lui, il allait un peu plus loin, il parlait d'infection de bactéries par des organismes encore plus petits, qu'il a appelés les bactériophages, pour mangeurs de bactéries. Okay, donc là, on était en 1917. Et puis, Félix Derel a utilisé ces eaux, en fait, ces eaux, je sais pas, du Gange, etc., pour traiter les gens, vraiment, sans savoir vraiment ce que c'était à l'époque, de 1919 à 1933, pour traiter des patients contre la dysenterie, le choléra, la peste et les infections de peau. Et il a eu pas mal de succès. Il a publié ses résultats sur donc les résultats satisfaisants qu'il avait. Bon, là, on est en 1917, grande découverte en 1929, celle réalisée par Fleming sur la découverte donc, de la pénicilline, qui a été le premier antibiotique. 1929, la pénicilline a été introduite en fait en 1942 en pleine Seconde Guerre mondiale parce que il y avait beaucoup de patients de blessures graves avec des infections qu'il fallait traiter immédiatement ces gens-là et que la pénicilline était le seul moyen de traiter ces patients dans l'urgence. Et donc, cette Deuxième Guerre mondiale et toute la période ayant suivi jusqu'à 1970, c'est ce qu'on appelle l'âge d'or des antibiotiques, avec plus de 40 molécules découvertes donc en Europe, au bloc de l'Ouest. Pendant ce temps-là, Félix Derel, en 1933, se fait énormément critiqué par une revue, je crois, signée par des pasteuriens, critiquant la phagothérapie et critiquant son travail en disant, de toute façon, il a empoisonné les gens, ces phages ne sont pas purs, ils sont toxiques, etc. Donc, il s'est fait démolir par ses collègues. Et donc, il n'était pas content, donc il est parti rejoindre son ancien postdoc,
en Géorgie qui s'appelait Eliava. Georges Eliava, donc il a effectué sa thèse de doctorat donc, à l'université de Moscou et il a travaillé avec Félix à l'Institut Pasteur, donc en 18-21, puis voilà 26-27. Il a créé l'Institut de phagothérapie de Tbilissi, donc en Géorgie, et il a été exécuté par Staline en 1937, soi-disant à cause des purges des intellectuels. J'y suis allée avec mon ancien étudiant à Tbilissi et j'ai rencontré les gens qui travaillent dans cet institut de phagothérapie qui m'ont dit qu'en fait, il avait la même maîtresse que Staline et que c'était en fait une histoire de femmes et non pas une histoire de purge d'intellectuels. Voilà. Alors, Félix Derrel, quant à lui, c'est un individu qu'on appelait aussi le savant voyageur. Malgré ses grandes découvertes, a décédé dans l'anonymat complet et malgré plusieurs nominations au Nobel. Et je vous cite ici, j'aime beaucoup cette phrase qui illustre un peu peut-être la problématique qu'il avait. Je vais vous la lire vis-à-vis de l'Institut Pasteur. La découverte de Félix Derrel sur les phages est un exemple notable de l'effet négatif que peut avoir une personnalité sur le résultat d'une découverte. Certes, les perspectives de la thérapie par les phages auraient été mieux servies si Derrel possédait certains traits de personnalité et du style scientifique de Pasteur. Poum, poum. On voit bien quand même qu'il y avait certains conflits entre tous ces gens-là. Bon, mais on a complètement oublié Derrel jusqu'à pas si longtemps. Donc, on revient sur la fameuse frise. Là. Donc, ici, vous aviez la frise de l'ascension de la phagothérapie en orange, ici, et qui dégringole complètement de par l'utilisation des antibiotiques pendant la guerre et puis le début de la guerre froide, la séparation bloc de l'Ouest, bloc de l'Est, et donc qui se cantonne uniquement à une pratique soviétique. Alors que du côté du bloc de l'Ouest, on utilise et on développe énormément d'antibiotiques, lesquels soviétiques n'ont pas accès à ces antibiotiques, n'ont pas accès non plus aux publications, puisque d'un côté, on publie en français, en anglais, etc. De l'autre côté, on publie en soviétique. Donc, il n'y avait pas d'échange scientifique entre les deux mondes. Mais quand même, la Géorgie, ce fameux pays, ça c'est l'Institut Eliava à Tbilissi, continue de produire, de faire de la découverte sur les phages et de produire en fait ces virus pour soigner l'intégralité de la population soviétique. Lequel centre ici, voilà, je l'ai visité, c'est moi là, donc à Tbilissi, où on a eu l'occasion, donc avec ma jambe cassée, oui, on a eu l'occasion de visiter le centre de pharmacie avec leur production ici, donc de phages en petites fioles. Ça, c'est leur centre de recherche dans lequel ne travaillent que des femmes, curieusement. Et puis, ici, vous avez une map monde, ça c'est l'hôpital, la clinique, où ils soignent les patients. Ils nous ont annoncé qu'ils avaient à peu près 300 patients par an de tous les pays que vous voyez là. Et ça, c'est les remerciements en fait des personnes qui sont venues se faire soigner à Tbilissi. Donc, voilà. Alors, ils nous ont annoncé 90% de réussite. Je pense qu'il faudra en parler plus tard. Je vous explique pourquoi ils peuvent prétendre à ce taux de réussite, 90% de réussite pour soigner les gens infectés de bactéries multirésistantes. Alors ça, c'est un poster que j'ai photographié en 2017, je pense. Voilà, 100 ans après la découverte de Félix Derrel, s'est organisée une conférence à l'Institut Pasteur, donc sur la phagothérapie, et en hommage à Félix Derrel. Et ici, vous aviez des gens de l'Institut donc Eliava qui nous présentaient des photos de patients infectés donc par des bactéries super résistantes et soignés avec des cataplasmes de phages où vous voyez clairement qu'en quelques semaines, en fait, on a une résorption totale de la lésion. Ici, c'est encore plus impressionnant. Voilà. Donc, depuis 20 ans, on en est où? Je vous l'ai dit, on en est que ce n'est pas brillant au niveau des antibiotiques. En fait, depuis 2000, le nombre de nouveaux antibiotiques commence à décroître. Et le nombre de bactéries multirésistantes a augmenté. Alors, par rapport à ça, on observe une augmentation de l'intérêt pour les phages, y compris côté ouest, et avec des premières commercialisations qui ont été réalisées dans un premier temps avec des produits laitiers,
par exemple, pour contrôler des infections par l'hystéria. Donc, on a un peu de mal encore à soigner les gens, mais en tout cas, on peut en tout cas soigner le lait, enfin, nettoyer le lait, on va dire, les œufs de poulet, etc., pour éviter la transmission de maladies par la nourriture. Il y a eu des premiers essais cliniques sur des otites, sur des grands brûlés en 2015 et des premières injections intraveineuses contre des septicémies. Et il existe aujourd'hui en France deux endroits, deux hôpitaux où on soigne les gens donc, avec des phages, à la Croix-Rousse à Lyon et à Paris, ça va me revenir le nom de l'hôpital, où en fait on soigne les gens uniquement dans ce qu'on appelle les thérapies compassionnelles. C'est-à-dire, grosso modo, quand il n'y a plus de possibilité de traiter aux antibiotiques, la personne va être soit amputée, soit va mourir, et là on accepte qu'il y ait un essai avec les phages. J'espère que dans la conversation, on parlera du pourquoi le phage n'est pas encore commercialisé et pourquoi ce n'est pas si simple d'utiliser ces phages comme un médicament pour tout le monde. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus de ce que c'est qu'un phage. Bactériophage d'après DRL, moi je dirais phage. Ce sont les ennemis naturels des bactéries. Partout où il y a une bactérie, il y a un phage. D'accord ? Alors, comme je vous l'ai dit ici, alors bien évidemment, il y en a dans notre corps, il y a plein de bactéries dans notre corps, mais en fait, on compte qu'il y a à peu près 10 fois plus de phages dans notre corps que de bactéries. Et puis, il y en a beaucoup dans l'océan, ce qui explique pourquoi on travaille là-dessus dans mon équipe. C'est particulièrement abondant dans la mer. Alors, ces phages, donc, ils sont microscopiques plus que microscopiques. Ils font de l'ordre de milliards de mètres. Donc, on les observe avec un microscope électronique ici. Et là, je vous montre à quoi ils ressemblent. Ça, c'est des phages de notre collection. Une tête, une petite machin. Et en fait, ils sont essentiellement constitués d'un génome. Mais on va parler d'ADN pour être bref, et de protéines. Donc, ce ne sont pas des organismes vivants, les phages. C'est un ensemble moléculaire. Et c'est surtout ce qu'on appelle des parasites obligatoires. Comme n'importe quel virus, ils sont obligés d'infecter une cellule pour se multiplier. Et donc, ils n'ont pas d'existence réelle dans le sens… Enfin, moi, j'estime que ce ne sont pas des organismes vivants. Donc ça, c'est les têtes qu'on rencontre avec les phages dont je vais vous parler tout à l'heure. Il y en a des plus rigolos. Ça, c'est des phages qui infectent des archées. Donc, c'est encore un autre type de prokaryote. Et vous avez des phages citrons, des phages bouteilles. Et ça, c'est ma petite blague à ne pas confondre avec cette bouteille-là. Et donc, ça m'amène à introduire la notion de ne pas confondre les virus qui peuvent infecter l'homme, par exemple, avec les virus qui infectent des bactéries. Pourquoi ? Un virus, ça fait un peu, dans les deux cas, ça fait la même chose. Ça s'attache à la cellule, ça injecte son génome, ici l'ADN, dans la cellule, et puis ça multiplie l'ADN, ça produit tous ses constituants, et puis quand il y a beaucoup de particules, ça fait péter la cellule. Bon, ça, c'est le cycle viral, comme on peut en voir aussi chez les virus, la grippe, le corona, etc. Sauf que le phage va se reproduire uniquement dans des bactéries. Les bactéries, ça fait très longtemps qu'elles sont différentes des cellules, par exemple, humaines, ou des cellules de plantes, ou des cellules d'algues, ces fameuses cellules qui sont en particulier nucléées. Ça fait très, très longtemps que ces organismes se sont séparés. Donc, même si un phage peut se fixer éventuellement à la surface cellulaire, il ne pourra jamais se multiplier à l'intérieur. C'est vraiment deux espaces de vie différents. Donc, un phage ne peut infecter qu'une bactérie. Un virus de type corona ou autre infectera sa cellule humaine. D'accord ? Donc, ça, déjà, c'est important de dire que, OK, le phage est un virus, mais il vaut mieux l'appeler le phage, comme ça fait moins peur. Ou bactériophage. Alors, l'intérêt du virus, de ce phage, c'est d'une part qu'il est capable de s'amplifier. Il infecte une cellule, il va se multiplier, et à partir d'une cellule, il va y en avoir de 10 à 100 produits. Donc, c'est quand même un médicament qui est cool. Vous avez une molécule et pouf, vous en avez 100 derrière. C'est ce qui se passe. Et puis, quand il n'a plus de cellules à infecter, par exemple, si la bactérie que je veux neutraliser n'est plus là, ben, il va disparaître dans la nature, dans les effluents, dans l'eau. Donc, il s'élimine. D'accord ?
Ensuite, le phage, contrairement aux antibiotiques, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. Vous avez ici différentes bactéries. Eh bien, il va être très spécifique, non pas d'un groupe bactérien, mais d'une bactérie en particulier. Imaginez que la bactérie orange, ça soit la mauvaise et que les autres, elles soient gentilles, ben, c'est pas mal. Vous allez protéger les bactéries utiles et uniquement cibler la bactérie nocive, le pathogène. Et puis son coût. En fait, des phages, comme je vous l'ai dit, il y en a partout. Donc, il suffit d'aller prendre des seaux, d'aller dans la mer, vous allez en trouver beaucoup. Et puis, pour les gens qui travaillent, qui sont plus sérieux, des médecins qui travaillent en médecine humaine, eh bien, ils vont aller dans les eaux d'égouts ou les eaux qui sortent des hôpitaux. Là où, justement, il y a des bactéries super résistantes qui sortent, eh bien, ils vont aller chercher des phages contre ces bactéries résistantes exactement à ces endroits-là. Il y en a aussi dans le miel en Nouvelle-Zélande, le fameux miel hein, qui a des vertus incroyables. Bon, alors je ne vais pas vous vendre du rêve. Hein. Les phages, si aujourd'hui on ne se soigne pas avec la phagothérapie, c'est parce qu'ils ont des limites. Hein. Et on a peut-être des solutions. Alors la première des limites, c'est cette fameuse spécificité. En fait, ils sont tellement spécifiques que des fois, eh bien, ils vont marcher sur la bactérie qui m'infecte, mais pas celle qui infecte mon camarade Stéphane, même si ces deux bactéries causent la même maladie. Et ça nous amène à ce qu'on appelle la thérapie individuelle. Donc, quand on va être infecté par une bactérie, la première chose que, par exemple, les gens de Georgie vont faire, c'est étaler donc, la bactérie sur une boîte de pétri, essayer toute leur collection de phages et voir s'ils ont un phage qui marche avec cette bactérie-là. Ils ont des banques, des bactéries, des phages contre Escherichia coli, mais ils vont quand même tester. S'ils ont le bon phage, il y a des chances que la thérapie marche. S'ils n'ont pas le bon phage, ça ne marchera pas. Ça, c'est le problème de la spécificité. Maintenant, cette spécificité, elle vient du fait, bah oui, quand on dit Escherichia coli, il y a beaucoup d'Escherichia coli différentes. C'est comme quand on dit humain et qu'on regarde tous les gens de cette salle. Chaque individu est différent. Alors, on a peut-être une possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle un cocktail de phages, c'est-à-dire de faire progresser les collections de phages, d'avoir un phage contre chaque bactérie et du coup de pouvoir les utiliser en cocktail pour essayer de maîtriser au maximum tout le groupe, par exemple, d'Escherichia coli toxiques. Un autre problème des phages, c'est comme les antibiotiques. Les bactéries, elles vivent avec les phages depuis bien longtemps. Ça fait bien longtemps qu'elles échappent à l'attaque des phages. Donc, elles développent ce qu'on appelle de la résistance. Par exactement le même type de mécanisme, et on le verra après, que ceux des antibiotiques. Oui, mais les phages sont capables, eux aussi, d'évoluer, ce qui n'est pas le cas des antibiotiques, dans ce qu'on appelle la coévolution ou la course aux armements. Alors, comment ça marche, cette course aux armements? Vous avez un phage qui va infecter la bactérie ici. Et puis, cette bactérie, elle va développer une résistance que je symbolise ici, par exemple, par une coque extracellulaire, ici épaisse, qui empêche le phage d'aller se fixer sur cette bactérie. Et oui, le phage, au cours de sa vie, peut rencontrer une bactérie qui va lui donner, vous voyez, ces petits crochets, là, une enzyme, qui va lui permettre de faire des trous dans cette coque. On appelle ça le lysozyme, mais de faire des trous dans cette coque et du coup de donner accès au phage à l'intérieur, donc à la membrane cellulaire. OK, donc la cellule, la bactérie, elle va développer un nouveau mécanisme de défense qui est en fait une enzyme qui va dégrader l'ADN du phage, va le couper en petits morceaux. Eh bien, le phage, il est capable, lui, dans sa vie, dans sa réplication, dans ses rencontres, de récupérer une enzyme qui va cacher son ADN, modifier son ADN de façon à ce qu'il ne soit pas dégradé par cette résistance de la bactérie. Et c'est ça qu'on appelle la course aux armements, l'évolution de l'un qui entraîne l'évolution de l'autre, etc. Et on estime, en fait, c'est une grande hypothèse de notre sujet de recherche, c'est que, OK, une bactérie qui devient de plus en plus résistante, il y a un moment, ça doit la fatiguer quand même. Ça a un coût sur la vie de la bactérie. Et on mise là-dessus pour que peut-être que la bactérie la plus résistante au phage, elle soit moins toxique pour l'homme, pour le coquillage ou autre. D'accord? Mais finalement, la limite et solution potentielle, c'est vous. Parce que, ça fait pas longtemps le corona, hein. Allez dire aux gens que vous allez les soigner par un virus. Ça va être compliqué. Les gens, ils vont avoir peur. En plus, maintenant, on raconte beaucoup de choses sur les ARN, les machins, les chercheurs qui créent des maladies, etc. Donc, je pense que la première
les actions qu'on doit avoir, c'est justement de faire ce genre d'intervention, comme des conférences publiques, pour expliquer aux gens, pour discuter avec les gens de ce que c'est vraiment que ces phages, ces virus, comment ça fonctionne, quels en sont les avantages, les inconvénients, les risques. Ceci doit aussi être fait par l'enseignement au niveau des écoles, des universités. Il y a quand même un grand nombre de médecins, encore aujourd'hui, qui ne savent pas ce que c'est qu'un phage, contrairement aux microbiologistes. S'adresser aux professionnels, à la presse, éventuellement participer ou créer des échantillonnages participatifs, comme ça se fait beaucoup en Amérique du Nord, où en fait, ils ont un microbe favori et ils vont demander à toutes les écoles de différents États d'aller chercher dans l'eau des phages contre ces microbes. Et ça, c'est les gamins qui s'en occupent. Et puis, bien évidemment, recherche, voilà. On ne sait que malheureusement peu de choses, puisqu'on a quand même un recul. Enfin, les phages, ils ont été arrêtés de 35 à maintenant, aux années, disons, il y a à peu près 10 ans. Et donc, on a beaucoup de retard en matière de recherche sur ces organismes. Mais pour vraiment dire oui ou non, on peut les utiliser. En fait, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment y répondre. Alors, c'est là-dedans que s'inscrit notre projet de recherche, donc depuis 2017 à peu près, donc avec plein de gens qui ont été impliqués dans l'équipe, hein, et puis aussi des collaborateurs français ou ailleurs. Et l'histoire, elle a démarré par d'abord un projet qui était avant, comme Stéphane vous l'a dit, on a travaillé pendant pratiquement 10 ans sur les mortalités des coquillages et crustacés, en particulier des huîtres creuses sur nos côtes. Et alors que finalement, on sait que ces huîtres sont affectées par un virus herpès qui attaque leur système immunitaire, un peu comme le sida finalement, nous, on a montré que c'était les bactéries du genre Vibrio, donc je vais les appeler Vibrio maintenant, les bactéries, qui tuent l'huître. D'accord ? Donc, l'herpès induit un état d'immunodépression et les bactéries finissent le job. Et ces Vibrios, vous voyez, ils sont très divers génétiquement. Donc là, vous vous rappelez l'histoire des Escherichia coli, la salle avec l'être humain et chaque individu, on est un peu là-dedans. Tout le monde est méchant, mais tout le monde est différent. D'accord ? Et puis, ils ont un autre problème. Ces Vibrios de l'environnement, donc là, on travaille avec de l'eau de mer, hors écloserie, hors ferme, d'accord ? On va prélever des Vibrios et on se rend compte qui présentent une certaine forme de résistance. Et là, j'ai 2 étudiants qui doivent être contents parce que c'est un travail qu'ils ont effectué avec Clarisse, où ils ont testé en fait la résistance de Vibrio à différents antibiotiques. Alors, comment ils font ça ? Ils étalent les Vibrios sur une boîte de pétri. C'est pour ça que c'est tout opaque, parce qu'en fait, c'est un espèce de tapis de bactéries. Voilà. Et puis, dessus, ils vont déposer un disque avec différents antibiotiques. Et alors, quand ces antibiotiques ils tuent, exemple ici en vert, ça fait un truc clair là, parce que les bactéries, elles sont mortes. C'est-à-dire, il n'y a plus de bactéries, quoi. Et puis, quand les bactéries résistent, vous voyez, il n'y a rien autour. Et là, on est face à une bactérie qui résiste à cet antibiotique ici et qui est sensible à celui-ci. Et on fait ça avec plein d'antibiotiques, plein de Vibrios, et on a trouvé ça. Il est cool. Ici, on a, pour chaque ligne que je représente ici, un Vibrio. Phrasostréé, c'est son petit nom, mais une souche, d'accord ? Et on en a testé 157. Merci Clarisse. Et puis, elle a testé donc différents antibiotiques ici, ok ? Et en vert, c'est quand c'est sensible. En rouge, c'est quand c'est résistant. Vous voyez, il y a un petit problème de résistance. Et là, on est dans des zones non traitées. On n'est pas dans une ferme avec l'utilisation d'antibiotiques. On a une résistance naturelle de ces bactéries aux antibiotiques. Alors, Jean et Antoine ont regardé un petit peu, se sont intéressés à la résistance au trimétoprime, ici, qui est un antibiotique. Et ils ont remarqué qu'il y avait deux Vibrios ici qui étaient très rouges par rapport aux autres qui étaient plutôt verts. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans ces bactéries ? Alors, juste pour information, le trimétoprime, c'est un des derniers antibiotiques qui a été créé. C'est un antibiotique synthétique, donc ce n'est pas un truc qui vient de la nature. Donc, on a déjà des bactéries super résistantes à cet antibiotique synthétique dans la nature et en particulier chez les Vibrios. Et c'est tout l'usage qu'on en fait actuellement. Alors, ce qui a été fait, c'est que donc on a repéré ces Vibrios résistants. Vous voyez, il n'y a pas de zone claire ici et des Vibrios sensibles.
Et avec notre ami David, hein, ils ont regardé l'ADN de ce vibrio résistant par rapport au vibrio sensible. En fait, ils ont simplement regardé toute la séquence de l'ADN, c'est comme un livre qu'on lit, et puis ils ont fait une soustraction toute simple. Qu'est-ce qui est présent chez les vibrios résistants et absent des vibrios sensibles? Et ils ont trouvé un gène, le gène R de résistance, qui s'appelle la dihydrofolate, qui était présent uniquement chez les vibrios résistants et absent des vibrios sensibles. Ça ne s'est pas arrêté là. Avec l'aide de Clarisse, ils ont fait ce qu'on appelle de la génétique, c'est-à-dire qu'ils ont, avec des espèces de ciseaux moléculaires, enlevé le gène de résistance du fameux vibrio résistant, donc qui sera ex-résistant, et ils ont regardé ce que ça faisait. Et ils ont remarqué que bien, ce vibrio devenait sensible au trimétoprime. Donc, ils ont ainsi caractérisé le gène de résistance au trimétoprime dans ce vibrio. Alors, on est sur le challenge. On veut maîtriser des bactéries tueuses super diversifiées. On n'est pas du tout dans des trucs très machins qui sont en plus résistants aux antibiotiques. Donc, on aimerait bien développer autre chose pour éviter qu'on utilise des antibiotiques en écloserie. Ça a été donc le travail de plusieurs années d'une équipe entière que je salue ici. Et la première étape de ce travail a été d'isoler des vibrios, les fameuses bactéries. C'est très simple, on va chercher de l'eau ou des huîtres et on filtre cette eau sur différentes tailles, différentes mailles, un tamis, d'accord? Et puis, on va récupérer la fraction qui correspond à la taille des bactéries. On a de la chance de milieux de gélose, de milieux de culture que les vibrios aiment bien et que les autres bactéries n'aiment pas. Et là, vous avez un isolement, donc une bactérie, un petit vibrio qui pousse très bien sur sa boîte de pétri. Donc, avec ce vibrio-là, cette bactérie, cette colonie bactérienne, on va faire une culture de bactéries, culture de cellules, et puis on va isoler des phages. Comment on fait? Eh bien, on fait un tapis, on met notre vibrio sur cette boîte de pétri, ok, et puis on met une goutte d'eau dessus, d'eau. Et dans cette eau, il y a des phages. D'accord? Et il peut y avoir le phage qui reconnaît notre bactérie qui est là. Il y a celui-là, ne le reconnaît pas, mais celui-là, il aime bien. Il aime bien, il l'infecte, il se multiplie. Et quand il se multiplie, ça fait un trou. Ce qu'on appelle une plage d'olive. Et puis après, on a juste à pipeter à l'intérieur et on a du phage pur. Et ce phage pur, on peut le multiplier indéfiniment sur sa bactérie et l'amplifier. D'accord? Alors, on a fait ça. Ça, c'est un travail que je vais vous présenter qui est de longue haleine. Donc, ça, c'était en 2017. On est allé sur le terrain, donc à Plougastel d'Aoulas, dans une ferme ostréicole, tous les 2 jours, pendant 5 mois. On a prélevé de l'eau, on a prélevé des huîtres, et puis on a d'abord cherché notre fameux vibrio dont on sait qu'il tue les huîtres. Vibrio crassostrée. Et on a remarqué qu'effectivement, ce vibrio, on le voyait d'ailleurs plutôt dans les huîtres ici en rose, que dans l'eau, ça c'est l'abondance, la fréquence, et on voit là ce vibrio, il est présent chez les huîtres au moment des mortalités, qui fait sens, et très rarement dans l'eau. Et puis on a utilisé chacune de ces bactéries, il y en avait 200, chacune de ces bactéries pour aller chercher des phages, et on a trouvé plein de phages. D'accord. Alors, ils ont quelle tête? Voilà, ça c'est des représentants. Vous voyez, je vous avais montré des têtes tout à l'heure, on est à peu près dans les mêmes choses. Une tête rigolote, ce qu'on appelle icosaédrique, une petite queue, soit moyenne, soit courte, soit longue. Et voilà, donc on a regardé comme ça, grâce à Sophie Le Pense ici, donc à la station, microscopie électronique, on a regardé tous ces virus, la morphologie de ces virus. Et puis après, on s'est dit, bon, qui tue qui? Donc on avait 300 phages, 300 bactéries, et on a fait ce qu'on appelle des interactions croisées. On a essayé d'infecter toutes les bactéries avec tous les phages. Comment on fait? On fait ça sur des grandes boîtes où on peut déposer 96 préparations de phages, des gouttes. D'accord? Donc ici, vous avez un vibrio 1, un vibrio 2, et vous avez ce vibrio 1, ici, vous avez des phages qui répondent très, très bien, vous voyez, qui lient, qui font des trous, parce qu'ils infectent. Alors qu'ici, le vibrio, on a trouvé 0 phage. Alors, quand on s'est demandé qui infecte qui, là, on va aller dans le plus difficile, mais suivez mon explication, tout allait bien. On a regardé les virus au microscope. Ça a commencé, on les a classés. Et puis après, on a séquencé leur génome et on a fait des paquets, d'accord, de trucs qui se ressemblent. Les paquets est représenté par chaque symbole ici de virus.
Et puis, côté des bactéries, on a aussi fait des paquets qui sont représentés ici par chaque couleur. Et puis après, on a dit, qui infecte quoi? Et on s'est rendu compte que, en fait, c'était extrêmement spécifique. On avait les virus turquoises ici qui n'infectaient que ce groupe-là. Tout ça, c'est non-infection. Ici, les marrons, ils infectent que cela, c'est non-infection. Parce que tout ça, ça a été testé. Hein. C'est 90 000 interactions testées. Et on en a eu, grosso modo, 2% de positives. Donc, ça vous dit à quel point les interactions avec les phages sont spécifiques. Ouais, c'est spécifique, n'empêche que rien qu'avec cet échantillonnage, eh bien, on arrive avec un cocktail de 20 phages, c'est encore beaucoup, à infecter 70% de nos vibrios. Ce qui n'est pas si mal. Ce qui n'est pas si mal pour un premier jet. Et puis, ce qui est beaucoup mieux d'ailleurs, alors on l'a fait avec un autre vibrio, c'est un papier de Karine Caillé. On l'a fait donc avec un autre vibrio et là, avec 20 pages, on tue moins. Bon, ça nous arrange parce que finalement, celui qui nous intéresse, c'est celui-là, c'est le pathogène. D'accord? L'autre, finalement, c'est quelque chose d'un peu différent. Donc, OK, 20 pages tue 70%. On s'est dit, mais pourquoi on a cette spécificité en boîte, là, ce qu'on appelle en module de couleur? Alors, je vais revenir sur le cycle d'infection des phages. Je vous ai dit que le phage s'attachait, injectait son ADN, se répliquait et libérait des particules. Et donc, on s'est dit, est-ce que cette spécificité d'un phage pour une bactérie vient de l'attachement, de la capacité, donc du récepteur chez la bactérie, exactement comme la protéine spike et le récepteur du coronavirus. Bon, là, on est dans les mêmes choses. L'attachement, eh bien oui, la réponse est oui. En fait, on s'est rendu compte que chaque virus que je vous ai montré tout à l'heure, les pâtés, les groupes de virus là, de chaque couleur, en fait, ils étaient capables de s'attacher uniquement à sa bactérie orange, ici, à la bactérie jaune. Le virus jaune, ici, est incapable de s'absorber aux autres bactéries. Donc, cette histoire de récepteur avait l'air d'être vraiment une vraie barrière de l'infection, une vraie raison de la spécificité. Alors, on est allé plus loin au laboratoire et Ruben Garcia, ce qu'il a fait, c'est que, donc, il était en thèse, donc il est espagnol, qui était en thèse au laboratoire, il a cultivé ses vibrios sur une boîte de pétri, il a mis donc le phage qui nous intéresse ici, orange, et il a remarqué que des fois, il avait des bactéries résistantes qui apparaissaient. C'est-à-dire tout ça, ça mourait, et celle-là, il y avait une bactérie qui survivait, qui avait développé de la résistance. Alors, rebelote, on a fait pareil. On a séquencé l'ADN de cette bactérie sensible, l'ADN de cette bactérie ici résistante, et on a identifié un gène qui pourrait coder pour ce récepteur de phage. Bon, ça ne nous satisfaisait pas. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait, donc, on a pris cette bactérie qui avait le récepteur, cette bactérie qui est sensible au phage. Alors, comment on voit qu'elle est sensible au phage? Vous avez ici chaque goutte de phage, chaque goutte qui représente une quantité décroissante de phage. Vous voyez que là, il y a une grosse quantité, il y a une grosse plage de gros trous, là. Et puis ici, plus moins on en met, plus c'est petit. Bon, ça, c'est grosso modo comme ça qu'on teste les infections par les phages. Ici, vous avez ce que Ruben a sélectionné sur sa boîte de pétri qui était résistant. Vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'infection par les phages. Et puis, quand on avait trouvé ce récepteur muté, et qu'on a voulu montrer que c'était bien lui qui était le récepteur du phage, on l'a enlevé avec des ciseaux moléculaires, on va dire, et oui, on a bien démontré que c'est bien le récepteur, qu'on a bien identifié le récepteur de ce phage. Ça, c'est un travail de Pauline, qui est ingénieure au labo. Alors voilà, son travail, elle continue. Elle a commencé à identifier chaque récepteur de chaque phage exactement par la stratégie que je viens de vous montrer. Et on a des choses très intéressantes. On commence à avoir des résultats. Bon, je vous ai dit que la première barrière de spécificité, c'était que le phage, il devait trouver son récepteur. Et donc, il devait y avoir ce bon match entre, cette bonne correspondance entre le virus et la bactérie. Ouais, mais maintenant, quand on zoome vraiment sur un phage qui s'absorbe sur une bactérie, phage orange, marron ici, sur une bactérie marron, on voit que ce n'est pas si simple. Parce qu'en fait, je vous explique, vous avez tous ces phages marrons ici, là, tous ces phages, tous ces vibrios, et en fait, il n'y a qu'une partie simplement qui tue. Ils s'absorbent tous, ils sont tous capables de se fixer sur la cellule, mais quand je vous montre ici des carrés marrons, c'est là qu'il y a multiplication virale.
là, il se passe quelque chose, ça ne marche pas. Alors bon, on sait que ce n'est pas l'attachement, puisque ça attache. Donc, on s'est dit, ça doit être autre chose à l'intérieur. C'est-à-dire qu'une fois que le virus il a injecté son ADN, eh bien, la bactérie fait quelque chose contre cet ADN. Et c'est exactement ce qu'on a montré, très simplement. On a montré que la bactérie ici, que je vais montrer en rouge, en fait, elle a un système de défense, elle a une protection contre ces phages ici, et en particulier, le phage ici, du coup, il peut pas se multiplier. Par exemple, il injecte son ADN est dégradé, il ne peut rien faire. Et ce phage ici, qui est très, très proche, lui, il est capable de l'infecter. Tout simplement parce qu'il a acquis cette fameuse enzyme qui permet de modifier son ADN de façon à ce que cette arme ici n'attaque pas son ADN. Donc là, on était dans une course aux armements typique où vous voyez qu'en fait, dans cette jeu de course aux armements, en fait, vous avez un sous-groupe de phages qui infecte un sous-groupe de bactéries, mais en fait, on change de spécificité. On n'est pas de plus en plus capable d'infecter. On est capable d'infecter une bactérie, puis une autre. Donc, on reste extrêmement spécifique. Et ça a des conséquences aussi très importantes, ce maintien de la spécificité de l'infection des phages. Et puis, la dernière histoire dont je voulais vous parler, c'est celle de Ruben, toujours, que je vous ai brièvement schématisée ici. On s'est posé la question, mais d'où viennent ces armes contre les phages? Et ce que Ruben a montré pendant sa thèse, c'est donc un article qu'on est en train d'écrire, c'est qu'en fait, c'est les phages eux-mêmes qui véhiculent ces systèmes de défense. Je vous le présente ici. Vous avez un phage qui infecte une bactérie qui a une arme. Une arme, c'est un gène. Un gène, par exemple, qui va dégrader l'ADN. Eh bien, au moment où on produit des particules virales, le phage, il va piquer cet élément. Ou cet élément, il va faire de l'autostop dans le phage pour infecter une nouvelle bactérie et transmettre cet élément de défense qui, du coup, va permettre à cette bactérie d'être résistante à plein d'autres phages. Donc, le phage, par le transport de ce mécanisme de défense antiphage, se garde son hôte pour lui tout seul, empêche les autres phages, il a conféré une résistance à la bactérie, il empêche les autres phages de venir l'infecter. D'accord? Dernier volet, on a aussi trouvé un phage qui s'est pris la grosse tête. Comme vous pouvez le voir, il a une tête qui est 2 fois plus grande. Non seulement une tête qui est 2 fois plus grande, mais il a aussi un ADN qui est 2 fois plus grand. Et il est intéressant, ce phage, parce qu'en fait, il est, contrairement aux autres qui sont extrêmement spécifiques d'un petit groupe ici de bactéries, lui, il est capable d'infecter plein de bactéries différentes. On dit qu'il a un large spectre ou qu'il est généraliste. Il est beaucoup moins spécifique. Donc, en fait, Yannick Labreuche, Pauline et Théo au laboratoire s'intéressent à l'origine de ce mécanisme de généralisme. Parce que ces phages, ils sont très intéressants parce que, globalement, dans un cocktail, ils permettent de diminuer considérablement le nombre de phages à utiliser, puisqu'en fait, ils infectent beaucoup plus de bactéries. Donc, Pauline et Justine, d'ailleurs, une autre étudiante, ont caractérisé le récepteur de ce phage qui se trouve en fait, être en fait présent chez toutes les bactéries et vraiment très, très proche chez toutes les bactéries. Donc, c'est pour ça, en fait, que ce phage, il est capable d'aller tuer tout le monde parce qu'en fait, son récepteur est partagé par tout le monde. Et puis, on s'intéresse à cette histoire d'ADN. Son génome, il est 5 fois plus grand. Son ADN est 5 fois plus grand que les autres. Donc, s'il est 5 fois plus grand, on pose l'hypothèse que il a peut-être 5 fois plus de systèmes de contre-défense. D'accord? Et puis, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Par contre, il a un défaut, ce phage, c'est que comparé aux autres phages, qui sont beaucoup plus spécifiques, quand il produit des particules, il en produit finalement 10, 7 à 10, alors que les autres, c'est 100 à 200. Donc ça illustre quelque chose qui s'appelle le coût du généralisme, où, OK, ce phage, il est capable d'infecter beaucoup plus de bactéries, mais avec un toute petite virulence, avec un tout petit nombre de particules produites, ce qu'on appelle la virulence, le nombre de particules virales produites. C'est ce qu'on appelle le coût du généralisme. Voilà, donc juste un bref récap des derniers moments, là, des deux dernières années qu'on vient de vivre dans le cadre de l'ERC. Les résultats que je vous ai présentés, c'était basé sur le séquençage de à peu près une centaine de phages et de 150 bactéries. Aujourd'hui, notre Karine nationale est en train de nous séquencer à l'Institut Pasteur 1200 nouveaux phages et 600 nouveaux vibrios.
extrêmement proches, qui ont été isolés en fait au cours d'une période de 2 mois. Et notre espoir, c'est d'être capable de caractériser les changements moléculaires qui ont lieu dans l'eau de mer, dans cette courte période en fait entre ces phages qui vont être très très proches. Voilà. Et je terminerai par une conclusion, juste pour vous donner un take-home message, un message de retour. L'impasse thérapeutique donc des antibiotiques. Bon, vous avez bien compris qu'on a besoin de trouver des alternatives. Alors moi, je vous ai parlé d'une alternative, il y en a d'autres. Hein, c'est pas l'unique. Les changements globaux, eh bien, nous amènent, en tout cas nous en tant que chercheurs, à essayer de développer des recherches plus éco-responsables. Qui dit recherche éco-responsable dit regarde ce qui se passe dans la nature. Comment est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans la mer, il n'y a pas une seule bactérie? Tout simplement parce que ces bactéries sont contrôlées en partie par des virus, par des phages. Et donc, comment ça se passe? Comment est-ce que cet équilibre se fait dans la nature et comment on pourrait, par cette compréhension, l'utiliser pour essayer de régler les pathogènes? On veut identifier donc comprendre cette fameuse coévolution. On veut identifier des phages pour un cocktail, si possible utiliser des phages généralistes pour simplifier le cocktail, bien que ça n'a pas l'air d'être les meilleurs candidats. Et voilà, l'idée étant de cibler un maximum de pathogènes. Alors, nous, on travaille sur des élevages d'huîtres, mais bien évidemment, toute cette recherche peut être complètement transposée à des élevages de cochons, voire un jour à des problèmes de pathologie humaine. Et puis, si vous avez l'occasion un jour, c'est un film qui est passé à Roscoff il y a 2-3 ans. Donc, c'est un documentaire de rareté qui est extrêmement bien fait, où vous pourrez avoir l'occasion d'écouter des médecins discuter justement de l'utilisation de phages en thérapie. Et donc, je vous conseille largement vivement de voir ce reportage. Je vous remercie.